je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Platini, je suis le président et fondateur du Social Media Club, qui a l'immense joie de vous accueillir ce soir. On est une association de professionnels. Donc nous, le prisme par lequel on va essayer de travailler ce sujet de la e-réputation, c'est le professionnel, que ce soit pour ma carrière, mais que ce soit pour mon entreprise et ma stratégie d'entreprise. Pour couvrir rapidement, parce que c'est donc l'exercice que je vais faire en quelques minutes, de à la fois le positionnement que j'ai choisi sur les médias sociaux et comment ça s'impacte auprès de mes clients. La posture que j'ai choisie est très liée avant Twitter, les blogs, la préhistoire, 2005, et donc un moment où c'était un peu les débuts de l'expression personnelle sur les médias sociaux, où mon choix n'a pas du tout été de m'inscrire comme une marque personnelle que je mettrais peut-être demain au service de mes clients, mais ça a vraiment été d'utiliser ces médias sociaux comme un laboratoire, de comprendre ce qui s'y passait, de comprendre les interactions. Je venais du vieux monde des RP avec les journalistes traditionnels. Je sentais bien que ça allait s'organiser différemment sur ces médias sociaux. Et le seul moyen pour moi de le comprendre, c'était d'y être. Ça m'a permis de gagner des clients. Alors j'ai travaillé 2 ans pour MySpace, il y a longtemps du coup, mais c'est clairement parce que j'étais présent sur les réseaux sociaux que MySpace est venu me chercher. J'étais notamment présent sur MySpace en tant que laboratoire, comme pour tout le reste. Et pour conclure en fait cette posture que j'ai prise un peu naturellement, je la vis dans la vraie vie, dans tous les moments où, y compris dans ma vie pro, dans des événements, dans des soirées, on me présente en tant qu'Éric Maillard, et là je vois des gens qui me serrent la main très poliment et en me faisant un beau sourire. Et quand on ajoute en général c'est PR Land, là c'est vraiment ouais, je le suis, j'adore. Donc voilà, je suis plus PR Land que directeur d'agence dans la vie sociale. Et en termes de business, ça me permet de à la fois avoir une petite longueur d'avance, et puis je conclus en le disant quand même, je fais des RP, l'un de mes objectifs, le nombre de followers importe peu, surtout à côté de quelqu'un qui a 192 milliards de followers, donc j'en ai beaucoup moins. Par contre, ceux qui me suivent, ça compte vraiment. Et je suis parfois allé les chercher un par un. C'est-à-dire j'ai fait ce travail de rentrer dans la conversation avec certaines personnes dont je voulais qu'elles me suivent, parce que ce sont des journalistes, parce que ce sont des influenceurs, parce que ce sont des gens qui me font gagner 3 vies lorsque j'ai une opération à lancer. Concrètement, c'est ça que ça apporte. C'est la facilité à accéder à une communauté, y compris de journalistes. Il y a 2 ans, pour la première fois, on a lancé un programme RP uniquement via les réseaux sociaux, avec pour objectif final d'être dans les médias. Donc l'idée c'est de créer non pas le quart d'heure de vie privée, mais le quart d'heure d'attention que tout le monde espère avoir, pour que ça devienne presque un sujet un peu obligatoire pour la presse. C'était possible il y a 2 ans, ça l'est moins aujourd'hui, mais on organisait un lancement, c'était comme ça, c'était imposé, mais le lancement était à 18h au Jardin des Tuileries un samedi. Autant vous dire que quand vous avez ça en RP, qu'il faut avoir une centaine de journalistes au Jardin des Tuileries un samedi, vous sentez les problèmes arriver. Il faisait beau. Mais quand même. Du coup, oui, les médias sociaux nous ont permis de jouer un peu le côté, faites comme vous voulez, mais tout le monde en parle là. Donc vous pouvez toujours ne pas venir et ne pas en parler, mais vous allez être les seuls. Je caricature un peu, mais il y a cette idée-là derrière le bruit sur les médias sociaux, où j'imagine, mais là Mélissa peut en parler beaucoup mieux que moi, il y a une petite pression qui existe de finalement, est-ce que si je suis le seul à ne pas en parler, ça devient problématique? Est-ce que je passe à côté d'un sujet? Donc ma première action en tant que community manager a été de m'abonner à un certain nombre de personnes, de community managers d'entreprise, pour marquer mon arrivée dans cette cible. Et donc ça m'a semblé important. Alors j'ai pas eu beaucoup de retours au départ, parce que les gens, voilà, quand on s'abonne à un compte, les gens viennent pas forcément naturellement derrière s'abonner à votre compte, mais c'était pour moi important de dire à la communauté, voilà, La Poste a maintenant bien structuré sa position sur les médias sociaux, avec 2 comptes, donc Lisa La Poste et Groupe La Poste, et en tant que community manager aujourd'hui, voilà, vous avez une personne identifiée qui est sur les médias sociaux et qui va gérer aussi ce positionnement d'entreprise. On a en fait fait un guide des bonnes pratiques des médias sociaux, donc qui a été diffusé à l'ensemble des 240 000 salariés. On a fait aussi une vidéo que vous trouverez, qui a bien marché, qui s'appelle Julien et la Tompanie. Donc vous voyez
aucun rapport avec la Poste, mais qui explique d'une manière décalée les conséquences d'une prise de parole sur les médias sociaux. Je parle de mon entreprise, mais par contre, je parle au nom de mon entreprise. Et là, en ce moment, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et donc, dans ce cadre-là, on a diffusé aux communicants de l'entreprise une charte des médias sociaux qui cadre la prise de parole, la création de pages Facebook, par exemple, puisque nous, on a beaucoup de demandes, puisqu'on est extrêmement présent sur le territoire, de création de pages Facebook, de comptes Twitter. Donc, on a essayé de cadrer vraiment ces éléments-là dans ces deux documents, le guide des bonnes pratiques pour l'ensemble des salariés, et puis pour les gens qui sont amenés éventuellement à une réflexion sur une prise de parole au nom de l'entreprise, on a mis en place la charte des médias sociaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je l'identifie, les personnes qui sont sur Twitter et qui se positionnent à un moment donné, qui utilisent le hashtag La Poste. Alors, je ne m'abonne pas forcément avec La Poste, donc, parce que souvent, ils ont un peu peur dans ces cas-là. Mais l'idée, c'est plutôt de l'identifier, mais pas du tout d'aller dans la démarche de leur demander en tant qu'ambassadeur de participer. Je pense que c'est une démarche qui viendra un peu plus long pour nous. Enfin, en tout cas, nous, on n'est pas prêts aujourd'hui sur la démarche d'ambassadeur, mais en tout cas, c'est un vrai... Enfin, en tout cas, nous, un potentiel de 240 000 salariés, il y a une vraie population qui va nous permettre de travailler. Donc, nous, le premier point pour l'entreprise La Poste, c'était déjà d'avoir un positionnement de 100% service, en fait, parce que contrairement à certaines marques où naturellement les personnes viennent vous voir, même voilà, à partir du moment où vous êtes plutôt sympa, ils viennent vous voir. Nous, on sait que naturellement, même si tout le monde a un avis sur la Poste, les gens ne viennent pas naturellement sur les médias sociaux en devenant fan de la Poste. Donc il fallait apporter des éléments de service et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Quand j'ai commencé à trouver les premiers journalistes sur Twitter, c'était intéressant de développer un réseau avec des gens que je ne connaissais absolument pas. Et pourtant, finalement, ça m'a amené à rencontrer ces gens dans la vraie vie ensuite, parce que c'est pas juste quelque chose qui reste virtuel. Ça permet de construire vraiment un réseau dans la vraie vie, si je puis dire. Et puis surtout, c'est un formidable outil pour les journalistes, parce que comme beaucoup de personnalités publiques se sont mis à tweeter, les réactions maintenant sont pratiquement instantanées, et vous pouvez avoir des réactions d'hommes politiques, par exemple, directement sur Twitter. Ce qui fait que maintenant, vous trouverez souvent dans les médias des tweets dans les papiers, où vous avez Arnaud Montebourg qui a répondu à un tel qui lui avait dit ça. Et ça a donc remplacé, disons, une façon de communiquer entre médias et personnalités publiques qui était un peu plus, disons, formatée avant ça. On se rend très vite compte, en fait, si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook même, que si vous parlez de manière communiquée de presse, avec des phrases toutes faites et qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui parle derrière, on ne vous entendra pas. Enfin, les gens verront que c'est un communiqué de presse. Par exemple, le compte Twitter de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en tout cas, était assez formaté, et donc les gens préféraient lire les tweets de Nicolas Sarkozy que les tweets de l'Élysée. Et c'est toujours le cas pour les médias, c'est pour ça que les médias ont cherché à se doter de community managers qui avaient une identité qui préexistait par rapport à le moment où ils ont été embauchés par un média. C'est vrai que j'ai une certaine audience désormais. À l'époque où j'étais chez Arte, j'avais pas du tout la même audience, et c'est juste, à mon avis, ma présence sur l'outil qui a alerté Joël Renez en lui disant peut-être qu'elle sait s'en servir vu qu'elle y est souvent. Pour 20minutes.fr et le Nouvel Obs, ça a aussi joué, mais je pense que c'est-à-dire que si on va avoir un rédacteur en chef et qu'on veut devenir journaliste web, ne pas avoir de compte Twitter, ce serait presque une faute professionnelle aujourd'hui, parce que c'est un outil de veille qui permet de trouver des infos, de trouver des gens à interviewer, plein de choses. Donc j'avais ça, et j'avais une certaine audience. Oui, quand je tweete un lien, il peut avoir entre 30 et 1000 clics vers le site vers lequel je pointe, mais je ne tweete pas que vers le Nouvel Obs, et j'ai clairement dit en arrivant au Nouvel Obs ou même chez 20 minutes que je n'allais pas me mettre à tweeter tous les liens de tous les articles du Nouvel Obs ou de chez 20 minutes, et que je continuerai à tweeter ce que j'avais envie de tweeter, et je continue à tweeter des liens vers le Nouvel Obs comme d'autres médias concurrents. Je suis régulièrement contactée par des entreprises et des médias qui ne sont pas le Nouvel Obs pour que je relaie leurs actualités. J'ai choisi en tant que journaliste de ne pas faire de publicité commandée. C'est-à-dire que si je parle de quelque chose, c'est que personnellement je l'aime, ou que je l'ai trouvé moi-même, ou que on m'a pas forcément
obligée à le faire, et si je choisis d'en parler, c'est vraiment que je crois en un projet. Mais c'est vrai que le nombre d'abonnés peut parfois susciter ce genre de choses. Et en tant que journaliste, je me suis dit que j'avais une certaine ligne éditoriale à mon compte Twitter, et donc je me devais en tout cas de respecter une certaine éthique du métier, qui était de ne pas faire de communication dans mes tweets, comme je pourrais ne pas faire de communication dans les papiers que je pourrais écrire pour le Nouvel Observateur. C'est vrai que quand on est journaliste au début, enfin moi mon compte Twitter préexistait avant mon embauche dans des médias, et au début on parle de sa vie privée comme ça, et puis finalement un jour on se dit ouais, mais il y a des gens qui me lisent, et faut peut-être arrêter de ça. Enfin moi en tout cas j'ai eu une expérience personnelle qui a fait qu'on m'a envoyé des DM qui n'étaient pas forcément très adéquats, qui a fait que j'ai arrêté de parler de ma vie privée, de faire certaines blagues et d'évoquer des choses personnelles. Donc j'ai pas eu de pression, mais c'est vrai que de plus en plus, avec cette audience que j'ai, que je relativise toujours auprès de tout le monde, je peux plus tout dire. Un tweet de politique, les deux exemples qui existent, que je prendrais en tout cas, Barack Obama et François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est totalement des tweets de communication. Donc je dirais que c'est un peu comme des tweets de marque, c'est-à-dire qu'ils utilisent désormais un ton assez, je dirais, détendu, qui n'est plus juste un lien vers un communiqué de presse. Mais voilà, ils sont signés maintenant. Barack Obama signe ses tweets, et Nicolas Sarkozy signe ses tweets, et François Hollande signe certains de leurs tweets. Il y a une vraie différenciation entre la communication d'une personnalité. Il y en a assez peu qui peuvent se prévaloir de ça dans l'environnement d'une marque. Et cette communication politique où on est vraiment dans la déclaration officielle, mais qui peut aller jusqu'à une réaction à une déclaration officielle. On peut assister à des tweets clash entre politiques sur le sujet. Il y a le tweet de Valérie Trierweiler qui vient au milieu et qui brouille encore tout ça, mais on voit bien que ça a pris une position très différente dans cette capacité à devenir un média reconnu dans la prise de parole d'hommes politiques. Je ne connais pas de marque, il y a peut-être des personnalités, voilà, je sais pas, en France, Michel-Édouard Leclerc, s'il était sur Twitter, pourrait avoir cette posture-là éventuellement, mais il n'y est pas en l'occurrence. Je vois pas de marque qui puisse avoir cette communication aussi forte de prise de parole officielle comme peuvent avoir les politiques. On est dans un monde, par définition, dans un monde complètement interconnecté et ouvert sur les réseaux sociaux. Donc les plateformes, on se log avec son Facebook Connect sur un autre réseau social, enfin on crée son profil avec un Facebook Connect, on va partager des flux d'informations. Alors, on pouvait partager de Twitter vers LinkedIn, ils ont coupé l'accès, donc on ne peut plus en effet établir de passerelle entre les deux, mais on peut le faire par exemple aujourd'hui entre Twitter et Viadeo. Donc ça pose énormément de questions, de complexité au quotidien sur comment utiliser ces réseaux. Il faut faire très, très attention. Quand on prend la parole sur une plateforme, on va peut-être s'exprimer d'une certaine façon. Quand on prend la parole pour dire la même chose sur un autre réseau, on va le dire différemment. On doit nuancer son propos. Or, aujourd'hui, avec ces systèmes en fait, d'interfaçage automatique, on n'a pas forcément la possibilité, si on prend pas le temps, d'établir ces nuances. La relation finalement entre l'entreprise et son salarié était régie par un contrat de travail et puis un règlement intérieur. Et tout était très simple parce tout était lié à la présence géographique dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand on était dans l'entreprise, on avait le droit de prendre tant de pauses cigarettes par jour, on n'avait pas le droit de boire en entreprise, etc. Et ensuite, quand on rentrait chez soi, le soir, on n'était plus salarié de l'entreprise. On redevenait individu qui avait absolument tous les droits et rien n'était opposable. Aucun texte de l'entreprise, aucun règlement n'était opposable. Aujourd'hui, évidemment, les salariés sont tous connectés 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils rentrent chez eux, ils se connectent à diverses plateformes. Le problème est que quand on se connecte à ces diverses plateformes, je crois que les Français j'avais lu ça, un internaute français en moyenne plus d'une dizaine d'identités numériques, c'est ça je crois, 10 ou 12, quelque chose comme ça. Sur certaines de ces identités numériques, évidemment, le nom de l'entreprise est mis très en avant. Alors sur les réseaux sociaux pro, je dirais qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on parle en tant qu'employé. Quand on est sur Facebook, on est quelque part entre les deux, puisque très souvent, on renseigne le nom de son employeur qui apparaît directement dans sa fiche résumée.
Donc, est-ce qu'on parle en tant qu'individu? Est-ce qu'on a quand même un devoir de réserve par rapport à sa société? On voit en tout cas que il y a un certain nombre de jurisprudences qui se contredisent un petit peu toutes selon les différents pays, les différents États aux US, etc. ces derniers mois, hein, qui donnent tantôt raison, on va dire, aux salariés qui s'expriment librement, puis tantôt raison à l'employeur qui quelque part reproche, condamne son salarié pour avoir parlé un petit peu trop, de façon un peu trop légère sur les réseaux sociaux.